y a 35 ans, ces images ont choqué le monde entier. Des enfants squelettiques parqués derrière les grilles de ces lits en métal. On découvrait alors le sort de ces milliers de petits Roumains enfermés dans des établissements à travers le pays. Des images qui suivaient celles de la chute du président Nicolae Ceausescu, renversé et exécuté en décembre 1989, alors que le rideau de fer s'effondrait. D'après l'Institut roumain pour l'investigation des crimes du communisme, 15 000 mineurs sont morts dans ces prétendus hôpitaux pour enfants, souvent diagnostiqués à tort comme gravement handicapés, considérés comme inutiles pour la société. C'est une génération perdue. Pendant des décennies, le régime Ceausescu avait mené une politique de croissance économique basée sur l'augmentation de la population. La contraception, l'avortement étaient sévèrement restreints. De nombreux foyers roumains se sont retrouvés avec plus d'enfants qu'ils ne pouvaient élever et les ont abandonnés ou confiés aux soins de l'État. Mais le calvaire de ces mineurs ne s'arrêtait pas là. À l'âge de 18 ans, la plupart d'entre eux se sont retrouvés livrés à eux-mêmes sans aucun soutien. Aujourd'hui, ces enfants sont devenus des adultes, encore hantés par ce qu'ils ont vécu. Toutes leurs tentatives pour faire reconnaître les abus qu'ils ont subis ont échoué, faute de preuves suffisantes, et ce alors que la Roumanie connaît aujourd'hui un regain de nostalgie pour le communisme. Billet retour sur les enfants perdus de Roumanie, c'est un reportage de Maria Gert Niculescu et Bastien Renouille. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi, je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et surtout pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts et nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors, si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Ah non, ça c'est sûr, c'est pas un blog de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent ? Allez, Falsiparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, et sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Salut à toi, Bloody Nurse. Quoi de neuf ? Coucou, Falsiparum. Écoute, très bien. Les enfants sont pas là, donc bip bip, c'est les vacances pour nous. C'est les vacances des parents quand ils sont chez les grands-parents. C'est ça, on est en mode jeune couple, comme si ça faisait 18 ans. Des grasses c'était matinées il y a jusqu'à 18 pas ans. d'heure. Ouais, grasse mat jusqu'à pas d'heure, 8 heures du matin, quoi. C'est ça. Vas-y. Alors, nous avons écouté en introduction le début du reportage publié le 14 février 2025 sur la chaîne France 24 dans l'émission Billet Retour et qui va parler du thème d'aujourd'hui qui est les enfants et particulièrement les enfants irrécupérables de Roumanie comme vous avez pu le voir sur le conducteur. Petite précision, cet épisode a déjà vécu, a déjà été enregistré au moins une fois et des soucis techniques ont fait qu'il a simplement et purement disparu. Dans les affres des ruelles de Medicine City. C'est ça. Et donc, c'est une réédition, une redite, une réécriture et un réenregistrement complet de cet épisode. Avec l'avantage que j'ai, c'est que comme je suis un poisson rouge, je me souviens plus du tout de ce qu'on s'est dit. Donc, je vais pouvoir réagir de façon spontanée. Bon, en tout cas, moi, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder, qui est un sujet, je vous préviens, ça va être triste. Dans ce fameux reportage que j'ai mis en accroche, il y a une petite disclaimer, un petit avertissement qui dit « Attention, certaines images peuvent être choquantes ». Et effectivement, alors certes, nous, ce sera de la radio du podcast, mais nous allons parler de situations qui sont difficiles, de situations qui sont lourdes, et d'autant plus qu'elles concernent des enfants, des fragiles et sans défense nécessairement. Donc c'est un sujet qui est bien triste et c'est un sujet qui est venu pour moi à l'écriture. Alors bon, ça fait partie de la banque des sujets qu'on avait réfléchi depuis longtemps.
Mais Surtout lui. au moment où... oui, j'ai quelques centaines de sujets d'avance sans doute. Au moment où... Alors, 7 saisons, pour être précis, quand tu as commencé avant qu'on enregistre notre premier, tu avais 7 saisons d'avance. Ouais, j'avais de quoi parler pendant très 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 longtemps. Comme quoi, dans le effectivement. monde soignant, Bon, il y a de quoi faire. Ouais. Donc c'est un sujet qui est venu naturellement à l'écriture et le moment d'en parler, il était là. Parce il est entré en collision avec l'actualité récente et dans l'actualité récente, il y a eu quand même de nombreux sujets. Et là, on va parler et on va se rappeler que même si Trump a lancé la guerre en Iran pour essayer d'oublier cette affaire, il y avait quand même l'affaire Epstein et les nombreux sévices qu'il a fait ou qu'il aurait fait subir aux enfants, puisqu'on est censé avoir la présomption d'innocence sur un certain nombre de sujets quand on les aborde. Et même si c'est un sujet, l'affaire Epstein, qui en première approche ne sera pas abordé dans Medicine City, parce que c'est un peu hors de notre propos, du moins dans son développement canonique, parce que c'est pas une affaire concernant le monde soignant, le monde de la santé. Il y a peut-être un angle qui nous y fera entrer. Oui, sur les drogues utilisées. Ouais, parce que je m'intéresse pas mal à l'usage en particulier de la scopolamine dans ce dossier. Et voilà, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on peut en faire. Bon, en tout cas, c'est une autre histoire. Mais j'ai beaucoup plus souvent qu'à l'habitude et beaucoup trop souvent en ce moment des images, des articles, des audios qui relatent des sévices sur les enfants. On en a parlé il n'y a pas très très longtemps. Quand on a nos fils d'actualité, c'est devenu horrible parce que c'est quasiment tous les jours on a des évocations d'affaires pédocriminelles. Et on est dans une bulle de filtre vu qu'on regarde ce genre de trucs. Clairement, ça fait partie de nos bulles de filtre et de nos chambres à écho. Et il y a eu aussi pendant la campagne municipale, toutes les affaires de pédocriminalité, du moins supposées, à Paris, et qui ont fait couler beaucoup d'encre sur la campagne municipale. Et donc, depuis quelque temps, c'est un sujet qui me hante pas mal, c'est sévices faits aux enfants. Et j'avais envie, dans Medicine City, d'aborder à notre manière des sévices qui ont eu lieu spécifiquement sur les enfants. Et donc le sujet des irrécupérabilis de Roumanie m'est venu maintenant, quoi. Et ensuite, c'est un sujet qui me hante depuis longtemps. Parce que certes, là, on en parle parce qu'il y a les 30 ans de la fin du régime de Ceausescu. Mais pour moi, qui suis né dans les années 80, début des années 80, j'ai vu dans la fin de ma jeunesse, début de mon adolescence, donc je parle des années 90, pas mal de reportages à l'époque accompagnant la fin des régimes soviétiques. Et en particulier, j'avais vu un reportage dans les années 90 qui traitait ce sujet-là, des reporters occidentaux qui avaient tout d'un coup eu l'autorisation d'aller filmer, de voir, et ont découvert et ont diffusé au monde ce qui s'est passé là. Donc j'ai été hanté par ce souvenir-là. Et il y a un autre souvenir qui me hante de ce pays et de cette époque-là. Je pense que toi, ça n'est pas le cas, mais moi, clairement, c'est un souvenir très, très, très vivace. Parce que c'est le jour de Noël 1989. J'avais 4 ans, donc... Voilà, toi, tu étais trop jeune. Et mes parents ne me laissaient pas regarder ce genre de trucs. Voilà, mais moi je parle de ce qu'on a vu au journal télévisé de l'époque, parce que le journal télévisé c'était une institution à l'époque et tout le monde se retrouvait devant ces moments un peu obligés, journal de 13h, journal de 20h, etc. Et donc on avait vu à l'époque l'arrestation, le procès et surtout, c'est ça qui avait été marquant, la mise à mort de Nicolae Ceausescu et de son épouse. Je me souviens que c'était la première fois que je voyais un vrai assassinat en direct, un assassinat filmé. Bien sûr, il y a des images de morts dans les films, etc. Mais là, c'était une vraie personne et on filmait vraiment sa mort. Et je me souviens encore maintenant très très précisément de ces images et de ce couple en manteau de fourrure, lui avec sa cravate rouge. Et je pense qu'on avait plus d'un à avoir été marqué par ces images. Bref, à l'époque j'avais 6 ans et donc j'étais déjà hyper intéressé par tout un tas de sujets et j'étais déjà avide d'apprendre beaucoup beaucoup de choses. Oui, on ne se refait pas et aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, on est toujours sur le même plan.
c'est comme ça que de fil en aiguille, moi qui n'étais jamais sorti de mon bled et qui n'avais pas accès à Internet, je parle pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, on parle d'une ère avant Google. Oui, avant Internet tout court. Avant Internet tout court, en tout cas avant Internet grand public tout court. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a des graines qui ont été semées et qui sont restées là, latentes pendant un petit moment, jusqu'à revoir ces reportages sur les 30 ans, jusqu'à évoquer, comme je disais en introduction, qui devient beaucoup trop longue décidément, ces histoires d'enfants avec les sévices qui se passent. Mais je ne suis pas trop hors du sujet parce que j'introduis le sujet. Oui, oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai, à un moment, c'était l'année dernière, fait des recherches un peu plus approfondies et je me suis mis à lire une thèse de doctorat en histoire contemporaine qui avait été soutenue en 2016 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne par quelqu'un que je ne connais pas et que j'ai découvert à ce moment-là, qui s'appelle Jean-Philippe Legault. Et la thèse a été soutenue sous la direction de Marie-Pierre Ray. Et son titre, c'est, vous pouvez la trouver en ligne, il n'y a pas de souci, la consulter, Protégé ou condamné, l'histoire des orphelinats roumains de Nicolae Ceausescu à l'Union européenne, 1965-2007. Alors, je ne vous cache pas, cette thèse, c'est un pavé, elle fait 724 pages annexes comprises, même si le corps principal en lui-même fait 555 pages. Ça fait un bon bouquin quand même. Hein. C'est un bon bouquin. Mais c'est hyper intéressant. Et à vrai dire, depuis ces graines qui ont été semées dans la tête de l'enfant de 6 ans qui voyait ces images en 89-90 jusqu'à maintenant, en fait, ça m'a servi de fil rouge à l'écriture de l'épisode du jour. Eh ben. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça ne vient pas de nulle part et que ça ne sort pas de nulle part que je souhaite aborder ce sujet. Voilà. Maintenant, t'ayant dit ça, on peut peut-être parler de quoi on parle exactement. Oui, vas-y. Alors, l'expression irrécupérable de Roumanie, donc la traduction de irrécupérabili de Roumanie, désigne des enfants qui ont été placés dans les institutions d'État roumaines avant la chute du régime communiste en décembre 89, ce dont je viens de parler, et qui ont littéralement été classés dans des dossiers administratifs et médicaux comme irrécupérabili ou nerécupérabili. Il y avait les deux qualificatifs qui étaient proposés, c'est-à-dire non récupérable ou irrécupérable. Il s'agit, ni plus ni moins, dans cette société soviétique, communiste, d'une catégorie médico-administrative. Ce n'est pas un diagnostic médical. Oui, mais ça me rappelle l'épisode qu'on a traité de... Ça va nous rappeler beaucoup Asperger, ça va nous rappeler beaucoup ce que tu nous avais évoqué avec les orientations, les classements, les prises en charge, entre guillemets, des médecins nazis et de cette époque-là. Donc c'est une classification utilisée par le système de protection de l'enfance pour désigner des enfants qui étaient considérés comme ne pouvant pas atteindre un niveau d'autonomie jugé suffisant ou comme ne pouvant pas être réintégrés dans un parcours éducatif ou social ordinaire. On est sur du tri tel que tu l'as évoqué avec Asperger. Horrible. Et c'est ça qui va rendre difficile notre sujet du jour, parce qu'on va littéralement parler de tri d'enfants, d'enfants qui sont jugés pas récupérables, pas aptes, etc. C'est littéralement gerbant. Oui, bienvenue dans un épisode qui va vous faire gerber pendant un petit moment. Prenez vos antiémétiques, on y va. Et donc, il est essentiel d'éviter un amalgame d'emblée que j'ai vu assez fréquemment et qui est évoqué par cette source. Ces enfants ne sont pas ou n'étaient pas tous des orphelins. Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'était des gens qui étaient pauvres, ils étaient abandonnés, il n'y a plus de parents, c'était la guerre, les parents mouraient, etc. Certains étaient orphelins, effectivement. Mais on verra qu'un certain nombre ont été confiés volontairement à l'État pour tout un tas de raisons. Alors, du fait de la pauvreté, du fait de la maladie, du fait du handicap, du fait de tout un tas de raisons qui font que ces bouches étaient difficiles à nourrir, difficiles à entretenir, difficiles à maintenir dans un système familial compliqué. Et dans le système roumain de l'époque, l'institutionnalisation
c'était une réponse courante aux situations de vulnérabilité infantile. En particulier, quand l'enfant présentait un vrai handicap ou un handicap supposé, un handicap présenté. Parce qu'on verra que ça aussi, ça existe. Et donc, le terme irrécupérable représente une réalité très large qui pouvait désigner aussi bien des enfants en pathologies neurologiques sévères, des handicaps physiques importants, des maladies chroniques, mais aussi des enfants qui souffraient simplement de malnutrition, des enfants présentant des retards de développement liés à la privation de nourriture ou à la privation affective, ou des enfants dont les capacités étaient jugées de façon sommaire comme étant pas adaptées, pas optimales, etc. À l'époque, peut-être que c'était des DHA, des autistes, tu Exactement. vois, où le diagnostic n'était pas fait. Et en fait, ils avaient juste ce type de problème et qui n'avaient pas grand-chose à faire finalement. Exactement. Pas grand-chose à faire. Et là, on va s'entend, retrouver mais, aussi, mais on l'avait vu un peu avec ton épisode sur Asperger, justement, le fait que la puissance diagnostique est relativement corrélée aux moyens, à la surcharge des structures, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à une vision utilitariste de la prise en charge. Alors là, pour le coup, pour Asperger, c'était totalement le cas. Là aussi, on verra qu'on retrouvera la philosophie utilitariste qui est très très présente dans la prise en charge. Après, ça dépend des époques aussi. Enfin, si tu regardes, et puis il y a début du 19e siècle où les lunettes n'étaient pas communes comme ça l'est aujourd'hui. Ouais, un gosse qui ne savait pas lire, c'était l'idiot du village, alors qu'en fait, il avait juste besoin de lunettes. Ouais, c'est ça. Tu regardes notre grande, quand elle était petite, à 3 ans, quand elle est rentrée en petite section, que je lui disais, mais c'est devant ton nez. Elle me disait, mais je vois pas. Puis en fait, elle était astigmate bien cognée. C'est pour ça que je dis une fois qu'elle a eu des lunettes, même. C'est fou, quoi. Il y a 100 ans de ça, elle aurait été abandonnée de l'école, quoi, et puis mise dans les champs. Et donc, ces enfants qui étaient fragiles, qui étaient jugés inaptes ou qui étaient classés tels, encore une fois, c'est tous les guillemets et toutes les précautions d'usage nécessaires s'appliquent à ce que je dis, étaient généralement orientés vers des établissements spécifiques qui étaient distincts des orphelinats classiques qui existaient et qui étaient appelés des Kaminspital, donc les foyers hôpitaux. Et ces structures relevaient à la fois de la tutelle du système médical et de la tutelle du système social. Il fallait pour cela que les enfants soient considérés comme ne relevant pas ni du parcours éducatif classique, ni d'un projet d'intégration sociale. Et en fonction de ça, on déterminait le lieu, le type de soins entre guillemets reçus, les ressources allouées et les perspectives d'avenir. Et donc pendant de nombreuses années, l'existence de ces institutions et les conditions de vie des enfants qu'elles accueillaient sont restées largement inconnues à l'intérieur même du pays et encore plus à l'extérieur. Et cette situation, comme je disais, va changer brutalement quand le pays va s'ouvrir aux journalistes occidentaux dès la mort de Nicolae Ceausescu et qu'on va voir des journalistes débarquer dans les institutions et puis faire des reportages sur ces enfants abandonnés, quoi. C'est marrant comme ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bien, puisque c'est toujours caché, quoi. Que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah bah c'est sûr. Et ces images vont provoquer une réaction internationale immédiate et probablement devenir un des symboles les plus marquants du régime communiste roumain et de ce qu'il a fait endurer à cette population. Et le terme irrécupérable, ou on a aussi le terme enfant perdu, qui est cette dimension qui va un peu dépasser ce cadre purement administratif. Maintenant, je vais vous faire un petit contexte historique. On va faire un petit retour sur ce qu'était la Roumanie communiste et à quel moment ou comment on en est arrivé à fabriquer ces enfants, comment on en est arrivé à fabriquer cette population avec ces difficultés. Alors, comme l'évoquait l'introduction et le reportage, il faut que je vous parle de la politique nataliste et de la crise sociale qu'elle a engendrée. À partir des années 60, le régime communiste roumain va adopter une politique démographique active qui va viser à augmenter rapidement la population. Cette orientation va reposer à la fois sur une logique idéologique et économique.
pour une économie planifiée, une population représente sa ressource productive essentielle, une population élargie. Plus de naissances vont signifier plus de travailleurs, plus de production, plus de puissance nationale. Cette politique va s'accompagner de mesures destinées à encourager, voire contraindre, beaucoup contraindre, la natalité. Et les femmes vont être initialement fortement incitées à avoir plusieurs enfants. On va voir petit à petit qu'elles vont être obligées, presque. Ils leur ont proposé à 26 ans un test de stérilité. Enfin, non, pas... Alors c'est 29 ans et 29 ans, c'est le courrier que notre gouvernement va envoyer à tous les jeunes qui n'ont pas eu d'enfants ou qui sont en âge de procréer en disant « Et si vous faisiez des enfants pour la France ?» Ça va arriver normalement cet été. Oui, c'est ça. S'ils vont jusqu'au bout de leur truc. Non, ils ont été un peu plus loin que ça, mais bon, chaque étape... Il ne peut pas se permettre de faire ça. Pas encore, en tout cas. Ouais. Et donc, la maternité va être valorisée comme un devoir civique et patriotique. Pour ceux qui sont auditeurs du podcast depuis un petit moment, j'avais évoqué dans un tout de nos premiers épisodes, un de ceux que j'ai préféré traiter, une des histoires que j'ai préféré traiter, qui était celle de Norbert Bartosek. Ah, il était vraiment bien sûr. Toutes les politiques natalistes, etc., et les conséquences dessus. Et donc, il y avait cette prégnance de l'État et du devoir civique dans le fait de faire des enfants. Et donc, à un moment, les gens qui pratiquaient des stérilisations volontaires étaient considérés comme des criminels contre l'État, etc. Ben là, on est sur le même état d'esprit, sans aucun problème. Donc, c'est un devoir civique et patriotique de faire des enfants. Et quand on se moque gentiment du papier que les Français et Français de 29 ans vont recevoir à l'été de la part du gouvernement en disant que c'est un devoir patriotique de le faire, on n'est pas si loin que ça, quoi. On n'est pas dans un régime totalitaire, c'est pas ce que je dis, mais c'est la même idée. C'est la même idée que un peuple fort, une nation forte est une nation nombreuse. Avec des enfants. Avec des enfants, une démographie active. Il peut y avoir une nation nombreuse active. Mais vieillissante. C'est ça. Ce qui est le cas de Au Japon, c'est le cas. De énormément de pays. En fait, il y a peu de pays qui en sont en production démographique positive de jeunes par rapport aux vieux. Donc l'État va mettre en place des mécanismes de surveillance et notamment, forcément, utiliser le système médical et les structures professionnelles. D'accord ? Pour ceux qui ont lu La Servante écarlate, on est sur le même type de surveillance médicale. Hein. Ah ouais. Et donc, l'augmentation de la natalité intervient, bon an, mal an, mais elle intervient forcément. Mais, en parallèle, le système économique, lui, va se dégrader. Petit à petit, le système se dégrade. Qui ne donne pas forcément envie de faire des enfants. En fait, tu n'as pas le choix, mais tu en fais quand même. Ouais. Et donc, à partir des années 70 et en particulier 80, la Roumanie va traverser des périodes d'austérité de plus en plus sévères. Il va y avoir des pénuries alimentaires qui vont devenir de plus en plus fréquentes, des rationnements sur le chauffage, l'électricité, et les salaires qui sont définis par l'administration centrale vont stagner. Et donc, les familles vont se retrouver obligées de faire des enfants, obligées de produire des nouveaux citoyens, littéralement, mais se retrouvent dans l'incapacité matérielle d'assumer la charge de plusieurs enfants. Ça fait vraiment objet quand même. Exactement. Produire du citoyen. Ouais. Et en fait, ça va créer un déséquilibre structurel qu'il va falloir gérer. Et dans un pays communiste, la réponse, ça va être une réponse institutionnelle et donc de confier l'enfant à l'État. Donc le placement devient une solution courante, une solution logique, une solution naturelle. En plus de ça, dans un régime où on essaie de travailler sur la déshumanisation un petit peu des gens et sur l'altération du lien social, forcément, confier un enfant aux institutions publiques, parfois temporairement, parfois définitivement, ça semble être la meilleure des solutions. Et de fait, le système de protection de l'enfance va devenir un outil central de la gestion sociale et démographique. Parce que l'État, pour le coup, veut assumer cette charge et estime pouvoir le faire, en tout cas se prétend pouvoir le faire. On rappelle que c'est une nation qui se veut grande ou qui se voit grande. Et donc, pour pouvoir institutionnaliser, il va falloir trouver une logique administrative et productiviste. Donc, à mettre en place des classements des enfants ou de personnes qui leur sont confiées selon un potentiel supposé.
Ces classements, forcément, vont reposer sur la capacité d'intégration sociale et la capacité à suivre un parcours éducatif standard. Voilà. On n'est ni plus ni moins que sur ce que tu nous disais quand tu parlais d'Asperger sur les enfants qui sont jugés aptes à faire nation, faire des bons citoyens, faire des soldats, et ci et ça, quoi. Et ceux qui sont jugés comme incapables d'intégration vont être qualifiés de déficients, d'irrécupérables, et donc vont être orientés vers ces structures spécifiques. C'est comme ça, en fait, que naît le besoin de définir des enfants qui sont irrécupérables. Parce qu'à un moment, le système se rend bien compte qu'il a même lui pas les moyens de le faire. Et donc, maintenant je vais vous parler un petit peu de l'architecture du système de protection, parce que bien entendu, on est sur une organisation qui est hiérarchisée, structurée, il y a plusieurs types d'établissements, chacun correspond à une catégorie particulière, etc. Alors, en premier, je vais vous parler des pouponnières, les léaganées. Je ne sais pas trop comment on dit, mais je vais dire léaganées. Qui accueille les nourrissons et les jeunes enfants. Généralement, ça va de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est souvent le premier lieu de placement et d'évaluation médicale et développementale. Cette période-là, elle est cruciale pour ce qui conditionne l'orientation future. Dans ces pouponnières, les conditions matérielles vont être très variables, mais bien entendu marquées par un manque de personnel et une stimulation affective faible. Donc on est sur une sorte de darwinisme social appliqué aux jeunes enfants mis en pouponnière et survit le mieux qu'il peut celui qui peut. Ensuite, à partir de 3 ans, les enfants passent en maison d'enfants, casées des copies, qui sont la suite logique, mais ces institutions considérées comme capables ou en tout cas des orientations pour les enfants qui sont déjà à l'âge de 3 ans, je parle d'enfants de 3 ans qui ont peu été stimulés, qui ont été mis dans des orphelinats. Il faut bien s'imaginer ces images qu'on a tous en tête, les grandes pièces avec les lits en métal. Il y a des dizaines d'enfants dedans, ils ont 0 à 3 ans, on les nourrit comme on peut, etc. Et ceux qui sont parmi ces enfants-là considérés comme aptes à suivre un développement normal éducatif ou au mieux partiellement adapté sont orientés vers ces maisons d'enfants. Donc on est déjà sur de la sélection, oui, bien sûr. J'allais dire sélection naturelle, mais c'est pas totalement naturel, qui est quand même assez rude. Et si dans ces enfants-là, il y a des évolutions qui sont favorables, à ce moment-là, ils pourront intégrer plus tard des écoles et des formations professionnelles. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de si. Ouais. Et on imagine bien que pour des enfants qui sont peu stimulés, peu développés, ça peut être un peu compliqué. Extrêmement compliqué, ouais. Sauf les enfants très intelligents naturellement, enfin tu vois, des QI très hauts, des choses comme ça. Mais qui peuvent être marginalisés aussi parce que par ailleurs, ça peut être des profils qu'on appelle aujourd'hui neuroatypiques ou qui sont pas susceptibles de s'intégrer s'ils facilement. savent pas faire de maths, s'ils sont bons dans autre chose que les maths, ils seront abandonnés, quoi. Bref, ce que je viens de vous décrire là, les maisons d'enfants, c'est ce qu'on appelle la trajectoire institutionnelle standard. Et presque, le gold standard, ce qui se fait de mieux au niveau accompagnement. Ensuite, il y avait les foyers hôpitaux que j'ai évoqués un peu plus haut tout à l'heure, les Kaminspital qui étaient pour les enfants jugés déficients ou irrécupérables. À ce moment-là, ils sont d'emblée orientés vers des établissements qui sont en marge du système et qui, comme je disais, ont la double tutelle médicale et sociale. Parce que les premières n'avaient que la tutelle sociale. Il n'y avait pas, entre guillemets, l'étiquette médicale. Et c'est pour ça que ce sujet tombe dans notre escarcelle, parce que à un moment, ça dépendait du ministère de la Santé aussi. Tu voulais me dire ? Oui, pour les Kaminspital, là, c'était dès 3 ans aussi. Ouais. Et donc, en fait, au départ, ces foyers hôpitaux accueillaient des enfants présentant des handicaps, en particulier des handicaps physiques, neurologiques, psychiatriques. Et petit à petit, en fait, on récupérait toutes les étiquettes intermédiaires ou toutes les évaluations imprécises ou les gens qu'on voulait pas mettre ailleurs. Et là, concrètement, ces maisons n'ont jamais été conçues comme des lieux de transition vers l'intégration sociale. C'était des lieux
placement permanent et il y a peu de perspectives de sortie qui étaient présentes. Bien entendu, il pouvait y avoir des trajectoires un peu atypiques de développement plus tardif, etc. Mais c'était pas Mais globalement, on sélectionne les plus mauvais profils, on les met dans les moins bonnes conditions, avec le moins de stimulation, le moins de soins. Il y a très peu de chances. Ouais, il y a très peu de chances ou de perspectives de... Peu de personnel pour s'occuper d'eux, donc tu oublies tout ce qui est accompagnement. Tu sais qu'un enfant nécessite d'avoir, c'est-à-dire de l'amour, des choses comme ça, quoi. Ouais. Même si le personnel médical n'est pas là pour donner de l'amour, mais il est là pour offrir aussi de la tendresse, quoi, tu vois. Complètement. Alors pour vous donner une idée un petit peu, je vous ai fait une frise chronologique de ce qui se passe. Donc le système communiste se construit de 50 à 65 avec de plus en plus de centralisation, en particulier des institutions sociales. En 66 se met donc en place ces politiques natalistes et on commence à voir l'augmentation du nombre de naissances dans la foulée. On ne laisse pas le choix aux gens. Voilà, l'objectif, c'était quand même 5 enfants par femme. Voilà. Et il y avait un contrôle de qui était apte à concevoir, pourquoi on ne concevait pas, pourquoi on n'atteignait pas 5 enfants par femme. C'est inventé Carlotte. C'est exactement ça. Oui. Très bon livre que je vous conseille de lire d'ailleurs. Je trouvais que le livre était meilleur que le film d'ailleurs. Enfin, que la série. La première saison est vraiment pas mal, je trouve. Ouais, je trouve que ça tire trop en longueur, alors que le livre a un message qui est pertinent sur l'espace d'un livre. Donc 66, mise en œuvre des politiques natalistes, augmentation du nombre de naissances. Forcément, de 70 à 80, avec l'explosion du nombre de naissances, il y a une augmentation du nombre d'enfants placés, donc expansion naturelle du système institutionnel. Se rajoute à ça, ou suit ça, de 80 à 89, des crises économiques importantes avec globalement ces conditions de vie qui s'aggravent. Donc les conditions de l'explosion se présentent. 89-90, comme je le disais, chute du régime communiste. Et à partir de 90 et jusqu'à dans les années 2010, des réformes progressives, ça on va en parler un peu tout à l'heure, du système de protection de l'enfance, et on va réduire petit à petit l'institutionnalisation. Et on va voir que l'Europe a eu son mot à dire là-dedans et sa patte. Concernant les principaux sites qui ont été étudiés, il faut savoir qu'il n'y a pas eu qu'un seul endroit, il y a eu pas mal d'endroits. Alors, je vais sans doute écorcher les noms roumains comme je l'ai fait depuis le début des localités. Il y a eu Sighiș, Siret, Paștraveni, Plata Rești et Sighet. Et ça permet comme ça de regarder, quand on regarde sur une carte, qu'il y a une répartition nationale et que ce n'était pas du tout un phénomène isolé, ce n'était pas du tout des initiatives isolées. Ou ce n'était pas que sur non, c'était vraiment la capitale, une organisation structurée à l'échelle du pays, etc. Bon. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'angle politique et pourquoi dans ces pays, ça permet d'avoir un petit recul sur ce qu'on est en train de dire. Pourquoi dans ces pays centralisés, la population elle est perçue comme une ressource à organiser, à optimiser et à rendre productive? Parce que, et en particulier à l'époque, alors je ne sais pas si ce serait différent aujourd'hui, il faudrait voir, je ne sais pas, en particulier avec la mécanisation ou l'industrialisation d'un certain nombre de process. Bref, à l'époque, dans ce contexte, l'enfance représentait des bras et donc forcément un investissement sur le futur. Donc chaque enfant, c'est un travailleur potentiel, c'est un élément du système productif. Bon, maintenant je vais vous parler je vais aborder l'angle médical et ce que la privation institutionnelle fait au corps et au cerveau. Tu nous en avais un peu parlé pendant Asperger, mais je pense que c'est toujours intéressant de revoir épisode par épisode. Parce qu'on je pense que nos auditeurs, ils aiment bien avoir ce côté un peu médical et vulgarisant de ça. Oui, c'est ça. Et donc, comme je disais au tout départ et plusieurs fois dans l'épisode, le terme irrécupérable et le classement de ces enfants n'était pas en lien direct avec une pathologie médicale. Bien sûr, il y avait des pathologies médicales, certaines fois ou certaines fois pas. Mais de toute façon, il y a des conséquences qui se rajoutent à ces pathologies médicales. Certes, un enfant qui est handicapé, physique, cérébral ou autre, a des conséquences et des évolutions de sa pathologie sur son développement. Mais indépendamment de ça, même sur des enfants qui sont plutôt
plutôt en forme ou moins immédiatement handicapés de base, il y a des vraies conséquences du fait de la privation de soins et de moyens. Et donc, la clinique de la privation, c'est fondamentalement une pathologie environnementale, socio-environnementale. La première des privations, c'est la malnutrition et qui a pour conséquence des retards qui sont staturopondéraux. La malnutrition chronique, c'est lié à un apport calorique insuffisant ou déséquilibré et qui est provoqué par une difficulté d'accès à l'alimentation en quantité et ou en qualité. La malnutrition va affecter directement la croissance physique et entraîne un retard donc statural, en taille, en poids pondéral et va aussi affecter le fonctionnement des différents organes, en particulier le système immunitaire. Est-ce que tu vas parler Mais aussi qu'il y a ces retards staturopondéraux et cette malnutrition, donc due à l'absence de nourriture, clairement, et aussi à cause de l'environnement, c'est-à-dire que la Roumanie, c'est un endroit où il y a quand même pas mal de mines. Et comment ça s'appelle ça ? Le fait qu'il y ait les usines qui traitent tous ces matériaux et qui rejettent la pollution environnementale. La pollution environnementale, voilà, c'est ça. J'ai déjà un épisode que je vais traiter aussi là-dessus. Non, j'en parle pas nécessairement de ça. Non, mais il y a ça aussi. Des conséquences environnementales sur les enfants. Non, pas directement parce que c'est moins immédiatement le sujet. D'accord, ok. Parce que là, pour le coup, c'était, ça affectait eux, mais aussi les autres. D'accord. Donc ces enfants vont être régulièrement soumis à des pathologies somatiques, des infections, du fait de leur faiblesse constitutionnelle, mais aussi du fait de la promiscuité, du manque d'hygiène et de l'insuffisance des soins quand les infections se propagent. Ce qui fait que ces enfants sont plus régulièrement et plus sévèrement malades que les autres, en particulier sur des pathologies respiratoires, digestives et cutanées. Et que ces infections, ces pathologies, créent des affaiblissements de l'organisme et majorent ou aggravent les retards de développement et peuvent aboutir à des complications chroniques. Maintenant, ça c'est le côté purement physique. Maintenant, ces enfants étaient, comme je le disais, privés de ressources affectives, de support, etc. Et on va retrouver aussi dans cette clinique de la privation ce qui se passe au niveau de la privation affective et des troubles de l'attachement. Il faut savoir que le développement de l'enfant repose sur la présence de relations stables avec des adultes référents. Ces interactions permettent la régulation émotionnelle, la construction de l'attachement et le développement des capacités sociales. Et dans ces institutions, un des problèmes majeurs, c'était un faible ratio de personnel par rapport aux enfants. Je parlais de plusieurs dizaines d'enfants pour un ou deux référents adultes. Et donc, il n'y a pas d'interaction individualisée, ou peu. Voilà, sont très très limitées. Globalement, c'est tu gères la masse et puis voilà. Les interactions étaient entre enfants, quoi. C'est ça. Et quand bien même il y avait des interactions individuelles, le peu d'interactions individuelles qu'il pouvait y avoir, c'était sur des soins physiques de base. Et après, pas de stimulation émotionnelle, pas de stimulation relationnelle, etc. Donc effectivement, ils pouvaient entre eux, mais pas... Voilà. Et encore, il fallait les plus grands qui s'occupaient des plus petits. Il fallait qu'ils aient la capacité de... Oui, en plus. Et donc, derrière tout ça... on a des enfants qui développent des difficultés à établir des relations sociales, qui développent des inhibitions sociales, ou au contraire, qui développent une sociabilité qui est indiscriminée parce que il n'y a pas du tout de filtre ou il n'y a pas du tout d'habitudes qui sont prises, etc. Sur ça se rajoutent des troubles cognitifs et psychiatriques aussi, parce que, troubles cognitifs, notamment des retards du langage, de difficultés d'apprentissage, réduction du quotient intellectuel, etc., parce que, en fait, on ne les stimule pas, y compris intellectuellement, on ne leur apprend pas. Sur le plan psychiatrique aussi, on a des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles du comportement, de la régulation émotionnelle, etc. En fait, tout ça, ça donne une sorte de maelstrom un peu complexe, puisque il y a des facteurs biologiques, des facteurs médicaux, des facteurs sociaux, cognitifs, psychiatriques, qui entrent en collision et qui se potentialisent les uns et les autres,
Puis il y a aussi le fait que quand bien même tu es dans un environnement, enfin, tu es un enfant qui a un développement presque normal ou plutôt linéaire dans cet environnement-là, si tu es dans la même pièce, dans le même box avec des enfants qui ont des troubles psychiatriques, des troubles cognitifs, des troubles d'agressivité, des choses comme ça, forcément ton développement il est affecté par ça parce que tu es en insécurité, parce que et donc en fait on met tout en place pour que ça se passe le moins bien possible et que tout le monde s'en fiche. Mais tu vas me dire comment on a pu voir ça et comment on a pu suivre ça et comment ça s'est passé. Eh bien, Comment ça s'est passé ? J'ai pu regarder un petit peu qu'après la chute du régime communiste, il y a eu plusieurs équipes de recherche qui ont justement étudié ces effets immédiats et au long cours de l'institutionnalisation sur le développement des enfants. Et en particulier, il y a le Bucharest Early Intervention Project, BEIP, qui a compilé un corpus d'études très très important dans ce domaine. Le BEIP a lancé un grand essai contrôlé, randomisé au début des années 2000. Et il a comparé 2 groupes d'enfants qui étaient initialement placés en institution. Il y avait un groupe qui avait été maintenu en institution, parce que comme je disais... Après la fin des années Ceausescu, après la chute du communisme. Ah oui, parce que tu ne vas pas les laisser dans la rue, quoi. Si tu as été attentive au début, j'ai dit que jusque dans les années 2010... Oui, tout à fait. Et 2010, c'était 20 ans après la chute. 2010, c'est... C'était il y a à peine 15 ans. C'est la fin de mes études. Ouais. Moi, j'étais en fac encore. Et du coup, donc un groupe qui avait été maintenu en institution et un groupe qui avait été placé, un groupe d'enfants, bien sûr, plus ou moins grand, qui avait été placé en famille d'accueil spécialement formée. Et les résultats de cette observation ont montré des différences significatives entre les 2 groupes. En particulier, les enfants qui avaient été placés en famille d'accueil présentaient donc un développement cognitif supérieur avec des tests réussis de façon plus optimale, de meilleures capacités émotionnelles, une réduction des troubles psychiatriques et une meilleure organisation des fonctions cérébrales. J'ai une question. C'est cette étude qui a été débutée dans les années 2000. Ça a été fait volontairement, du coup. Mais c'était pas une question, mais c'est horrible. Parce que finalement, ils ont volontairement décidé de laisser des gosses dans des institutions et d'autres qu'ils ont mis en famille d'accueil avec tout l'apport qu'il faut pour qu'un enfant puisse bien se développer. Ouais, je vois tu vois ce que je veux dire ? Je vois ton point. C'est horrible, finalement. Parce qu'ils ont refait la même chose, mais pour une étude scientifique, quoi. Non, c'est pas le design de l'étude qui a exigé qu'il y ait des enfants qui soient placés et d'autres qui soient institutionnalisés. C'est juste qu'ils ont considéré la situation et que la situation faisait qu'il y a des enfants qui ont pu trouver des familles d'accueil et des enfants qui n'ont pas pu trouver des familles d'accueil parce que les familles d'accueil n'existaient pas. Il n'y avait pas assez de familles d'accueil. Et en fait, de fait, ils ont observé l'existant. Il n'y a pas eu de réflexion par design en se disant on va faire une étude scientifique, on va faire ça. Pour la science, on va entre guillemets sacrifier ou pas d'ailleurs. C'est après qu'ils ont fait l'étude en voyant ça qui se montait. En se disant cette population d'enfants traumatisés existe, elle a survécu, elle est nombreuse. On va en faire une étude. De fait, il y en a un certain nombre qui sont restés dans les institutions, d'autres qui ont été pris en charge par des familles, en particulier dans le monde occidental, qui étaient formées avec des moyens, etc. Et donc, on va regarder ce qui se passe. Et en fait, c'est en regardant ce qui se passe, voilà. Parce que, à un moment, voilà, il faut... mais c'est vrai que ça aurait été éthiquement difficile à justifier de se dire, allez, toi, on continue. Toi, tu vas là avec des bonnes chances de récupérer, mais puis en plus, maintenant, on a des données plus solides, mais les données qu'on avait en 2000 sur ça... Ouais. Voilà. Et donc, les résultats démontrent que l'institutionnalisation produit des effets qui s'ajoutent aux défects biologiques initiaux et que l'environnement joue un rôle déterminant sur un certain nombre d'évolutions. Et alors, il y a eu aussi, et toujours dans le chapitre de l'étude médicale de ce sujet-là, parce que c'est notre point,
Il y a eu des erreurs de tri sur les. Enfin, il y a eu une analyse de ce qui était vraiment Oui, ces avant enfants qu'il fasse, ouais. et de ce qui. Avant de se dire t'es un irrécupérable ou pas un Voilà. irrécupérable. Donc on a regardé un petit peu Donc dans les qui années avait 70, été classé irrécupérable et est-ce que, entre guillemets, c'était justifié par des pathologies médicales, en particulier un handicap sévère, quel que soit le handicap. Et donc, ce qui a été observé, c'était que, ce que je disais, dans un certain nombre de cas, on avait un retard initial, parfois modéré, parfois juste entre guillemets, de la malnutrition, de la privation affective ou de l'absence de stimulation. Je rappelle que ces enfants naissaient dans des familles nombreuses qui ne pouvaient pas s'en occuper, qui ne savaient pas s'en occuper nécessairement parce qu'il n'y avait pas non plus un haut niveau de connaissance de ce qu'il fallait faire ou pas. Et Oui, parce qu'on rappelle que la maternité n'est pas quelque chose d'inné. c'est ça. Et donc, du coup, en fait, on les adressait là par défaut et ce défaut entraînait une majoration d'eux. Et donc, il y a eu le constat que, maintenant on le sait, qu'un certain nombre d'enfants étaient classés, mal classés, entre guillemets, irrécupérables et ne relevant pas d'un placement permanent, mais auraient pu bénéficier dans un monde idéal de soins de stimulation et probablement s'en sortir. Bon, voilà, c'était pas... Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'aspect médical des politiques natalistes. On parlait de la servante écarlate et de ce que ça impliquait. Globalement, les médecins, il faut savoir, occupaient une position centrale dans la surveillance de la reproduction. Et là, vraiment, c'est typique de ce qui se passe dans la servante écarlate, puisqu'en fait, les femmes étaient régulièrement suivies dans les structures médicales. Il y avait un rapport de fertilité qui était émis, que dès lors qu'une grossesse était détectée, il y avait un suivi strict qui était fait. On ne sait jamais des fois que prennent l'envie d'avorter ou que voilà, une grossesse était... Avec un peu d'ergot, par exemple. Et donc, ça devait être leur nourriture en plus. très très vite, on identifiait qui était capable de donner des enfants à la nation. Dès lors qu'il y avait une grossesse en cours, il fallait qu'elle aboutisse, voilà. Et parfois, quoi qu'il arrive, parce que là aussi, on faisait... comme la grossesse était tellement précieuse, la production de citoyens était tellement précieuse, il y a un certain nombre de grossesses qui ont été menées à terme. Bon, alors, on n'avait pas les moyens de détection qu'on a actuellement, mais de toute façon, même avec ces moyens de détection-là, on n'aurait pas limité un certain nombre de grossesses comme on pourrait le faire aujourd'hui. Et donc, de fait, on aboutissait à de la massification de naissances d'enfants, parfois avec des problèmes. D'autant plus que les parents, en tout cas la mère qui était enceinte, vivait dans ce monde-là qui était un monde carencé, maltraitant, oui, donc elle etc. était de base carencée et, voilà, ça n'aide pas à faire des enfants bien portants. Voilà, et avec un certain nombre de situations où il y a eu des tentatives d'avortement illégaux parce que c'était très très fortement réprimé. Et donc derrière, effectivement, avec des conséquences qui peuvent sur les enfants à naître qui peuvent être importantes. Bref. Donc, il y avait ce rôle central de la médecine qui était à la fois de surveiller, d'accompagner, d'aider à produire des citoyens, mais en même temps d'être contraignant et d'être le premier informateur du système. Et d'être aussi le premier maillon, après, pour justement orienter, classifier, poser les étiquettes sur ces nouveaux citoyens, quoi. Pour vous donner une idée des phénomènes dont on parle, je vais vous dire que une des principales sources d'informations contemporaines qu'on a, qui avait été citée d'ailleurs par le reportage de France 24 que j'ai mis en exergue, c'est l'IICCMER, pour Institut d'investigation des crimes du communisme et de mémoire de l'exil roumain. Donc c'est un organisme public roumain qui, depuis les années 2010, mène et a mené des enquêtes systématiques sur les institutions roumaines en ayant fonctionné durant la période communiste. Voilà. Donc, avec déjà une première réserve, ça s'est mis en place en 2010. Donc, on est plus de 20 ans après. Voilà. Forcément, les mémoires se sont altérées. Il y a un certain nombre de documents, dossiers qui ont disparu.
plus ou moins volontairement. Voilà. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué. Un des cas les mieux documentés par l'IICCMER, c'est le cas du Kaminspital de Pajtraveni. C'est le nom que j'ai le plus de mal à prononcer, forcément, qui était dans le nord-est du pays. Et donc, selon l'IICCMER, on a eu sur la période concernée, donc entre 66 et 90, dans ce Kaminspital, 394 décès d'enfants, sachant que, ayant cette connaissance-là, des campagnes d'exhumation ont permis de localiser un certain nombre de sépultures anonymes qui confirment la réalité de ces décès, leur caractère massif, mais ne permet pas d'être absolument certain sur le chiffre. Ouais. Voilà. Ah oui. Ça, c'est le nombre de dossiers où c'est explicitement marqué que l'enfant est décédé. Est-ce qu'il y en a eu plus ? Peut-être. Est-ce que Sûrement. certains n'ont pas été documentés ? Est-ce qu'il y a eu des... c'est pour moi assez probable, parce que sur le 394, on est sur du déclaratif avoué par le système. Voilà. Et donc, parce qu'on manque de ressources, même si l'IICCMER essaye d'aller chercher dans les ressources, que ce soit administratives, d'état civil, institutionnel, etc., etc. Comme je disais, Pajtraveni est sans doute l'exemple ou un des exemples les plus documentés, mais de fait, comme j'en ai cité plusieurs autres, il y avait plusieurs dizaines d'institutions similaires dans le pays. Et que ce soit Siret, Sigig, Siguet, etc., ils ont investigué les autres, mais une grande partie des décès qui sont survenus, en fait, ne seront jamais connus. Pourquoi ? Parce que destruction d'archives, pas de signalement. On a aussi des classifications imprécises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est malheureux à dire, mais un enfant institutionnalisé dans des conditions comme ça, quand il décède, on ne sait pas exactement de quoi il décède parce que derrière l'étiquette, elle n'est pas. C'est ça. Concrètement, voilà. Donc, et puis il y a aussi des enregistrements qui sont falsifiés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un dossier où on dit l'enfant a été placé, sorti, a été transféré, voilà, ailleurs. Puis finalement, il est officiel, enfin, il est vraiment décédé. On l'a enterré dans le bout du jardin ou dans une fosse commune ailleurs. On va savoir si c'est vrai ou pas, quoi. En tout cas, quand on regarde un peu leurs travaux et quand on reste sur le côté médical, les causes immédiates de décès qui sont mentionnées dans les dossiers, c'est les pneumonies, les infections respiratoires aiguës, la dénutrition, les troubles digestifs sévères, parmi lesquels les infections type choléra, dysenterie, etc. Enfin, plus dysenterie que choléra d'ailleurs. Les septicémies, l'hypothermie, et les complications des différentes maladies chroniques. Mais là aussi, c'est du déclaratif pur. C'est le diagnostic qui a été posé sur l'acte de décès. Ça nécessite un petit point de vigilance quand on certifie un décès. Il y a la cause immédiate qui cause le décès. Puis il y a la cause déterminante. Il y a ce qui a amené à ce que la cause immédiate se passe. Et puis il y a tout ce qu'il y a derrière. Et encore une fois, les dossiers sont très très incomplets. Donc typiquement, quand on a une pneumonie, en fait, la pneumonie peut être l'infection qui tue la personne, mais derrière, il peut y avoir tout un tas d'autres choses, notamment un marasme nutritionnel ou autre. Et donc, on ne peut pas trop savoir si derrière, il y avait la malnutrition, un affaissement immunitaire ou la promiscuité, etc., etc., etc. Bon. Ce que je peux vous donner, par contre, pour vous donner une idée, c'est la taille de ces hôpitaux pour vous dire un petit peu combien ils accueillaient en parallèle. Pajtraveni, donc, où les études ont pu montrer qu'il y a 394 décès documentés sur la période, avait une capacité estimée d'accueil simultané de 300 enfants. Un peu plus, quand même. Sigid, c'est 200 enfants en simultané. Siret, c'est 400 enfants en simultané. Plastaresti, c'est 150. Et Siguet, c'est 250. Voilà. Ça, c'est la capacité estimée d'accueil en même temps. Mais on est quand même sur des chiffres relativement importants.
Maintenant, on va étudier un petit peu l'aspect juridique, les responsabilités, les différentes enquêtes, parce que pour l'instant, on a fait des enquêtes épidémiologiques, médicales, journalistiques, mais à un moment, on se pose la question de est-ce qu'il y a des responsables, est-ce qu'il y a eu des coupables, est-ce que ça relève simplement de la négligence, est-ce que personne n'était au courant, mais tout le monde au courant? ouais, responsable, pas coupable. Chacun, c'était ça le principe d'Asperger, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui était au courant d'un truc, mais pas de tout. Ouais. Tu sais, pour déculpabiliser l'ensemble. Et alors donc sur les responsabilités, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Bon, bien entendu, les premiers niveaux, c'est toujours au niveau individuel. Il y a forcément des gens qui ont fait des trucs et qui ont vu des trucs, Ouais, qui oui. ont soutenu des trucs, qui ont organisé des trucs. Ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y avait forcément des directeurs d'établissement, il y avait forcément des médecins responsables, forcément des personnels administratifs, et il y avait forcément des soignants et des éducateurs. Il y avait des petites mains dans le système, des plus ou moins petites d'ailleurs, parce que directeur, médecin responsable, etc., on est moins directement au contact de ce qui se passe, mais ces gens-là ne pouvaient pas ne pas voir, ne pas savoir ce qui se passait, parce qu'ils avaient concrètement les mains dedans, en fait, littéralement. Et ça, c'est toujours la partie la plus difficile à évaluer, parce qu'on doit tenir compte du contexte, parce que ces gens-là étaient aussi eux-mêmes soumis à des pressions institutionnelles, à leur manque de ressources, à des contraintes administratives, aux normes imposées, etc., etc. Et donc, comme le droit pénal généralement impose la démonstration d'une faute individuelle identifiable, c'est difficile d'aller les chercher spécifiquement eux. Donc après, on peut se dire, il y a le second niveau qui est justement les institutions elles-mêmes. Et là, je te parle du ministère, et on parlait de la double tutelle, ministère de la Santé, des Affaires sociales, les autorités administratives locales, etc. Elles définissent les règles de fonctionnement, les normes de prise en charge, etc. Et puis aussi quelles ressources on met, quel financement, quels moyens. De fait, elles ont vraiment un rôle dans ce qui s'est passé. Et de fait, dans la conception, la supervision et le contrôle. Donc là, on pourrait se dire, les responsabilités institutionnelles sont engagées, engageables. Et bien entendu, derrière, au-dessus de tout ça, on a un État communiste qui a quand même posé les lois de l'institutionnalisation massive des enfants, qui a défini cette classification administrative d'irrécupérable et qui a posé les choix politiques, etc. Maintenant, une fois que je te dis tout ça, forcément, c'est le moment où on arrive à la frustration de en fait, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, au niveau des poursuites, on est très très vite confronté à la prescription. Alors, j'ai une question déjà. Est-ce que les poursuites sont engagées de par les familles au niveau national, ou est-ce que c'est des poursuites qui ont été engagées du niveau international? On va en voir, mais il y a peu de poursuites individuelles. Et c'est souvent poussé par plutôt le devoir de mémoire qu'une vraie demande de réparation individuelle. Tu vois. Et donc, il y a peu eu de plaintes directes de personnes. Ok. Donc, la prescription va s'opposer très vite aux qualifications. Elle est courte, la prescription, quand même, je trouve. Ouais. Et puis, en plus, on a des faits qui remontent aux années 60, 70, 80. Parce que de 60 à 89, c'est sûr que... Et puis, on a commencé à se poser des questions 2000, 2010. Donc, on était déjà 10, 20 ans après. Donc, forcément, on a des infractions qui sont peu qualifiées, en tout cas peu précises. Et quand on a des infractions peu précises, forcément, la prescription, elle est d'autant plus faible parce que si c'est maltraitance, on a forcément une prescription qui est plus courte que assassinat, qui est elle-même plus courte que crime contre l'humanité. Mais sachant que plus tu qualifies peu l'infraction, moins tu peux monter lourdement dans les charges. Donc du coup, il y a eu peu de poursuites, notamment à cause de la prescription. L'autre phénomène, c'est aussi que va poursuivre quand, on parlait tout à l'heure de dossiers qui avaient fortuitement disparu. En fait, il y a beaucoup d'archives qui ont été éliminées, détruites, à la mort de Ceausescu, qui ont simplement jamais existé. Oui.
Parce que quand tu as besoin de truquer des chiffres, quand tu as besoin de masquer des choses, tu fais des dossiers qui sont... voilà. Et pour le coup, on parlait de Asperger et des nazis. Il y avait une politique de gestion des dossiers qui était peut-être un peu différente. Il y a eu aussi un certain nombre d'acteurs qui sont simplement décédés. Voilà. Oui. Parce que un moment, ils vieillissent, etc. Et au final, tout ça constitue une sorte de responsabilité qui est un peu floue, un C'est peu vague, ouais. diluée, un peu... Voilà. Et que comme c'est complexe, comme tout le monde faisait un peu tout le monde était un peu au courant, mais personne n'était responsable de complètement quelque chose, en fait, c'était compliqué d'aller chercher vraiment les... Je trouve que c'est un peu facile quand même. Mais c'est toujours comme ça, hein. Bah oui. C'est toujours comme ça. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas eu de grand procès de la situation. Il n'y a pas eu de procès individuel. Il n'y a pas eu de grands responsables. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, la meilleure réponse possible, ça a été justement de donner des moyens à cette IICCMER et de lui donner un rôle mémoriel plutôt que judiciaire, Oui. ou de rendre justice à la mémoire et de transmettre Un devoir de mémoire. Voilà, transmettre pour la suite et pour les générations futures ce qu'il en est. Et c'est aussi pour ça que ce genre de travaux, que la thèse que je citais en introduction, que cet épisode de podcast, on doit toujours y réfléchir parce que finalement, personne derrière n'a vraiment été cherché, n'a vraiment été rattrapé. Et puis voilà. Après, c'est peut-être pas aussi dans la mentalité des populations. Oui, d'aller chercher la vengeance, entre guillemets. Vengeance. Parce que tu as envie de progresser, tu as envie de passer à autre chose. Et puis, tout le monde était un peu concerné. T'imagines, il y avait même les propres parents qui donnaient, entre guillemets, leurs enfants en pensant que... Si tu as abandonné, entre guillemets, abandonné ton enfant ou confié ton enfant à une institution, plus ou moins en sachant ce qui se passait, etc., t'as pas forcément envie qu'on vienne savoir ce qui se passait dans ta vie de famille. Mais même si etc. tu sais pas, hein. Même si tu sais pas, parce que t'as une vie de famille qui fait que t'as pas d'argent, t'as déjà 4 gosses à nourrir, voilà. Des fois, tu culpabilises et tu veux pas forcément que ça se sache, quoi. Ouais. Donc voilà, relativement frustrant parce qu'on n'a pas de conséquences, en tout cas pas sur les personnes, on a un devoir de mémoire. Mais on a aussi une intégration, parce que le devoir de mémoire, c'est pas que pour le peuple roumain et pour la Roumanie, c'est aussi un petit peu ce qui s'est passé dans notre évolution en tant que société humaine et en particulier le cadre du droit européen des droits humains. Et ce genre de pratique, ce genre de constat a pas mal impacté l'écriture de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains ou dégradants et notamment dans les situations dans lesquelles les personnes vulnérables sont soumises à des conditions de vie incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Et de fait, la Cour européenne des droits de l'homme a établi que les États ont maintenant des obligations positives de protéger les personnes vulnérables, de mettre en place des systèmes de protection adéquats, d'enquêter de manière effective sur les violations graves et de sanctionner les responsables lorsque cela est possible. Donc en gros, certes, il n'y a pas eu de conséquences sur ceux qui ont fait ça et sur cette politique-là, mais en théorie, ça ne pourrait plus arriver aujourd'hui. En théorie, oui. En théorie. Sauf si, voilà. Donc c'est... Jusqu'au prochain qu'on va découvrir. Oui, ou jusqu'au prochain changement de gouvernement, de façon de penser, voilà, c'est toujours particulier. Maintenant, je voulais faire un point aussi sur ce qu'ils sont devenus, parce que c'est des enfants. Mais ils sont pas tous morts. Ne sont pas morts, fort heureusement. Certains sont devenus effectivement adultes avec des trajectoires, comme on peut imaginer, très très différentes, parce qu'on a bien vu tout à l'heure que déjà, quand ils étaient enfants et dans les années qui ont suivi leur adolescence et leur âge de jeune adulte, ils n'ont pas tous subi la même trajectoire de développement. Et puis souvent, quand il y a des drames comme ça, comme en Haïti, tu sais, il y a des adoptions à l'international, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et donc, en gros, j'ai regardé un petit peu ce qui existait. Ça va être une semi-redite par rapport à tout à l'heure, mais
il y a eu 3 grands types de trajectoires. Il y a eu les enfants qui ont été adoptés à l'international, à partir des années 90. Et il y a une partie importante, relativement importante quand même, de ces enfants qui ont été adoptés en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Et là, les observations montrent des résultats assez hétérogènes sur les trajectoires de ces enfants. Parce que tout à l'heure, je te faisais un point un peu sur ceux qui étaient restés en institution versus ceux qui avaient été adoptés. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque les études montrent qu'il y a un gradient assez puissant qui est lié à l'âge de l'adoption et la durée d'exposition à la privation. En gros, si tu es adopté jeune et que tu as été peu exposé à diverses privations, ben, tu as une meilleure chance d'avoir une meilleure trajectoire après que si tu as été très impacté pendant longtemps par cette privation. Et donc, en fonction de ça, on voyait au niveau santé, neurodéveloppement, des retards plus ou moins rattrapés, des troubles attentionnels exécutifs plus ou moins marqués, des vulnérabilités neurodéveloppementales, psychiatriques, des troubles de l'attachement et de la régulation émotionnelle qui, là aussi, peuvent être plus ou moins rattrapés par ce contexte d'adoption, des traumas liés au vécu de la rupture, des questions identitaires, etc., qui, là, sont fréquemment décrits. Ouais, ça, c'est dans toute adoption, souvent. Clairement, dans beaucoup d'histoires et avec plus ou moins d'intensité. Et quand on regarde un peu les parcours scolaires de ces enfants qui ont été adoptés donc dans le monde occidental, on note que certains ont des parcours parfois heurtés, avec des troubles de l'apprentissage du langage, de la socialisation, etc., etc. Il y a eu des cohortes, en particulier la English and Romanian Adoptee, qui est la cohorte ERA, qui ont regardé et qui regardent un petit peu comment ça s'est passé. Et c'est elle qui a montré notamment que plus l'adoption est survenue tôt, plus les troubles étaient corrigés ou moins intenses. Voilà. Il y a, quand on regarde un peu les études qui ont été faites en France, qui étaient plus qualitatives de ce que j'ai vu, on a pour le coup la mise en avant du rôle à l'accès à l'information, aux origines et au récit familial, en particulier dans la gestion et la construction identitaire, comme quoi. Maintenant, dans les deuxièmes types de trajectoires, parce que là on parlait des gens qui ont été adoptés à l'international, il y en a qui sont restés dans le système roumain. Et donc qui ont été adoptés par des familles roumaines, littéralement. Il y a des enfants qui ne sont pas retournés dans leur famille ? Ah oui. Ah. Ils ne sont pas retournés dans leur famille, mais qui ont été adoptés par d'autres. Oui, mais la plupart des enfants, tous les enfants n'ont pas leurs parents qui sont morts, quoi. Ils n'ont pas voulu être récupérés par leur famille. Pas forcément. Mais ils n'avaient pas forcément d'attachement. Oui, non mais... Et donc ceux qui sont restés dans le système roumain, alors un premier biais de classification et de représentation fait que il y a eu pas mal d'enfants qui étaient réellement déficients, réellement porteurs de handicap un peu lourds, etc., qui sont restés sur place et qui ont, entre guillemets, qui ont un petit peu vieilli dans le système roumain, parfois dans des familles ou dans des institutions, qui ont forcément été plus petites, plus encadrées, avec pas mal de... Une amélioration de la prise en charge. Ouais. Et là, on voit que les trajectoires sont encore plus chaotiques et moins favorables, avec des enfants qui parfois ont continué les troubles en les diminuant à peine. Voilà. Le mieux que j'ai trouvé, alors je ne sais pas s'il faut... il faut s'en réjouir, mais c'est à peine ce qui est plus favorable, c'est qu'il y a eu moins de mortalité trouvée, quoi. Mais la morbidité était l'amélioration n'était pas folle non plus, quoi. Voilà. Et concrètement, ce qui s'est passé côté État et côté protection de l'enfance en Roumanie, pour le coup, il y a donc l'arrêt des politiques natalistes ont fait que la pression sur les demandes d'institutionnalisation a baissé, que de fait, il y a eu plus de moyens sur moins d'enfants, enfin il y a eu autant de moyens au moins sur moins d'enfants, donc il y a eu un peu plus de moyens par enfant.
il y a eu donc de nets progrès, en particulier en lien avec l'intégration dans une Europe qui faisait un peu pression sur le pays, sur à la fois les institutions, mais aussi sur les alternatives, avec le développement des familles d'accueil, de services communautaires, etc. Et sur les politiques de prévention de l'abandon, de soutien aux familles et surtout l'arrêt des vrais grands orphelinats, en fait, qui sont de toute façon interdits maintenant. Voilà. Donc ça, c'était un peu sur ce qu'ils sont devenus, et c'est ce que je voulais vous dire sur ce sujet qui m'a marqué un peu et qu'il fallait aborder, je pense. En tout cas pour nous qui sommes des milléniaux qui sont nés dans les années 80, 90 et qui ont un peu ce souvenir-là de ce monde qui nous paraît loin, mais qui en fait n'était pas si loin que ça. Hein. Ouais. Et qui concerne encore des gens qui ont vécu cette période-là, qui ont ça. encore ces traumatismes, qui ont encore... Et oui, parce qu'il y a encore il y en a qui sont encore vivants, quoi. Enfin, je veux dire, pour ceux qui sont nés dans les années 80, qui ont été triés là, c'est la même génération que nous. Hein. Voilà, et donc un épisode consacré à la mémoire de ces enfants qui n'avaient rien demandé, qui se sont retrouvés au cœur des pires horreurs d'une politique, d'une époque, de mentalités qui sont révolues, ou pas. On verra. On verra. Ouais. Voilà, je crois que c'est le temps de conclure, sauf si tu as des choses à nous redire. Non, pas sur le sujet. Mm-hmm. Juste vous signaler, ne partez pas tout de suite, parce que souvent on coupe avant la fin. On vous réserve une petite surprise. La semaine prochaine, on va du côté de la Bretagne. Oui. On va aller rencontrer, on va faire une collaboration entre le... Tu sais que je suis jamais allé en Bretagne de ma vie. Enfin, si, je suis allé à Rennes une fois, je suis pas sûr que ça compte. Et je suis allé au Mont-Saint-Michel, donc je voyais la Bretagne de l'autre côté du Couesnon. D'accord. Parce que moi j'ai un oncle qui est Mont-Saint-Michel là-bas. est en Normandie. J'y suis allée faire plusieurs Noëls. Non, en vrai, je crois que je suis jamais allé en Bretagne. Ah bah écoute, ça va être une découverte. Parce que nous allons donc rencontrer Cactus Théorique qui nous accueille. C'est le podcast donc qui nous accueille. Et nous allons... nous avons le scénario du... Oui, avec Alex et H. Et le scénario du pire nous rejoint donc aussi donc pour faire un épisode spécial à 3 podcasts. Voilà, donc on va y avoir un épisode récurrent et il me semble qu'elle a prévu de faire un bonus aussi, mais qui sera pour leur Patreon. Donc voilà, donc attendez la sortie de l'épisode, donc on l'enregistre la semaine prochaine, donc ça sera pas pour tout de suite. Et voilà, et je tenais aussi à remercier les auditeurs qui nous font des petits commentaires, notamment, elle a enlevé son nom, donc je ne peux pas dire, je me souviens plus de son nom, puisqu'elle a mis plein de petits points sur Spotify qui nous a pas mal posé de questions sur l'ergotisme, donc je la salue. Et voilà, merci beaucoup pour vos commentaires, ça c'est plutôt sympa à faire, à lire, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, ben à très vite pour notre épisode de collaboration. Et puis, moi aussi, je vous dis un merci à tous pour vos écoutes et vos retours. Ça nous fait chaud au cœur. Je vous dis aussi de vous abonner à nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes les autres. Et de continuer à nous laisser des messages. Vous voyez que ça fait plaisir à Blue Dinner, ça. Oui. Moi, je suis moins présent en ce moment. J'ai un peu plus de difficultés avec les réseaux sociaux en ce moment. Sur le suivi, tout ça, mais on vous lit. Sur les réseaux, donc nous sommes sur Facebook, la communauté de Medicines City et Medicines City Podcast. Sur Insta, medicinescity.podcast, falciparum _medicines_city et bloody_nurse_medicines_city. Voilà, TikTok, on a dit qu'on oubliait, mais en tout cas, partagez, likez, commentez, sentez-vous libre de nous faire vos retours, vos suggestions. Comme tu disais, on va faire notre prochain épisode en collaboration. Donc, tu veux nous teaser quand même ton prochain épisode régulier ou pas ? Oui, alors on va partir au 19e siècle pour un bon tueur. Épisode historique ? Ouais, un tueur... on repart sur un tueur en série. Ah, un vrai tueur en série, ça fait longtemps. Voilà, il n'y aura pas 150 morts, hein, mais voilà. Avec un peu d'empoisonnement là-dedans, comme t'adores. Et voilà. Ouais, c'est vrai que j'aime bien explorer un petit peu ça. Et ça faisait longtemps que... Enfin, ça fait un moment que je me dis,
il faut qu'on revienne aussi qu'on aborde un tueur, À la base, un vrai un meurtrier. peu aussi de true crime. Oui, mais parce que en fait, le truc, c'est que les tueurs, nous, sont presque décevants par rapport à la masse de morts, Ouais, à la masse c'est de... clair. Quand on regarde par rapport à d'autres choses, un tueur en série, même prolifique, il fait quelques morts, quelques dizaines de morts au mieux, tu vois. Mm. Alors que là, tu vois, tout de suite, même sans aller chercher le très très loin, 394 morts Mm. dans une institution, et probablement un chiffre qui est sous-coté d'une puissance 10, quoi. Ouais. D'un facteur 10, pardon. Et donc, c'est vrai que les tueurs sont intéressants, en particulier quand on s'intéresse au true crime, mais on a nettement pire ailleurs, en fait. Ouais. Voilà, merci à tous. Restez à l'écoute des pulsations qui montent des ruelles sombres de l'asile. À bientôt. À bientôt.